Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue dans le podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir un petit rayon de soleil en ce temps gris d'automne. J'ai nommé Oriane Jurado, qui est naturopathe, coach et enseignante en philosophie du yoga. Donc, j'ai rencontré Oriane lors de ma formation de coaching en 2021 et j'ai tout de suite été marquée par son énergie douce et sa présence lumineuse. Donc, au mois de septembre, Oriane a publié aux côtés de Camille Azoulay, qui est la fondatrice de Funky Veggie, qui est une marque de produits sans cochonneries bizarres dedans. Et elles ont sorti un livre qui s'intitule Bien dans mon cycle. Donc c'est un ouvrage qui est à la fois pratique et inspirant, qui propose des recettes qui sont gourmandes et en même temps accessibles et qui vont être adaptées à chaque moment du cycle. Le livre propose également des recommandations naturelles pour mieux vivre son quotidien et des témoignages de femmes autour des problématiques hormonales féminines. Bonjour Oriane, comment vas-tu ? Coucou Marion, je suis ravie d'être là. Ça me fait hyper plaisir de te recevoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots ? Bien sûr, donc je m'appelle Oriane, j'habite à Marseille et je travaille depuis 5 ans maintenant dans le domaine du bien-être. Ça prend des formats différents, j'utilise des outils différents, mais voilà, le cœur de ce que je fais, c'est ça, c'est d'accompagner les gens sur un chemin de mieux-être et de transformation intérieure. Bah oui, justement, tu dis que tu as plusieurs casquettes. Donc, je disais naturopathe et coach. Et d'ailleurs, c'est assez important parce que chez toi, tu gardes vraiment ces deux casquettes. Parce que c'est vrai que nous, on a fait une formation de coaching où beaucoup de personnes, par exemple, étant naturopathe au départ, font par exemple un virage 100% vers le coaching parce que c'est pas toujours évident de garder plusieurs activités en parallèle. Ça demande aussi de déployer doublement de l'énergie. Et en plus, tu as la casquette. Alors, je te nommais enseignante en philosophie du yoga parce que on en reparlera plus tard, mais justement, je trouve que c'est une de tes spécificités, mais on pourrait aussi dire prof de yoga peut-être plus simplement. C'est quoi justement le fil qui relie toutes ces activités? Comme tu dis, ok, c'est le domaine du bien-être, mais encore plus précisément, comment toi tu les connectes les unes aux autres et comment aussi tu articules tout ça finalement dans ton quotidien qui doit être assez chargé. Pour moi, c'est vraiment une seule et même, hem, une seule et même chose, colorée de différentes nuances. Mais je dirais que le point commun, c'est dans tous les cas de prendre conscience de ce qui nous conditionne, de ce qui nous limite, de ce qui nous fait souffrir et s'en émanciper. Et dans la naturopathie, évidemment, ça prend, souvent la forme de, prendre conscience de nos habitudes de vie, nos habitudes d'hygiène de vie, nos habitudes alimentaires qui ne nous servent pas et comment est-ce qu'on peut du coup, faire certains remplacements, ou adopter, des habitudes qui sont plus soutenantes pour avancer vers, la vitalité qu'on recherche. En coaching, c'est prendre conscience, de combien nos pensées et nos croyances conditionnent la réalité qui est la nôtre et si ce qu'on souhaite, c'est une réalité différente, qui est-ce que ça nous demande d'incarner? Donc comment ça nous demande, de réagir? Qu'est-ce que ça nous demande de croire? Donc c'est un petit peu quand même un schéma que je trouve similaire et le yoga, peut-être qu'on en reparlera, mais l'essence même du yoga, c'est ça, c'est-à-dire que quand on retourne aux racines, le yoga, c'est une voie de libération de la souffrance. C'est, comprendre que, ce sont principalement, nos désirs, qui viennent
qui nous poussent dans des états émotionnels qui nous sont désagréables et que donc en prenant de la distance vis-à-vis de son ego et ben, on retrouve, une part de soi, qui est tout simplement, ouais, plus libre. J'aime bien que tu apportes cette notion, ouais, de d'émancipation, en fait, que toutes tes activités, elles, elles concordent dans ce projet d'aider les personnes à s'émanciper, à prendre plus de conscience, en fait. Voilà, ce que j'entends, c'est d'être de plus en plus consciente et libérée, en fait, pour être plus authentique et avec elle-même. Exactement. Tu as raison quand tu parles de conscience et de présence aussi. Je crois que c'est un peu ça le dénominateur commun. Mmh. Et justement, bah, tu pas fait ça toute ta vie, alors tu aussi encore jeune, mais avant ça, tu as eu une autre vie professionnelle, comme j'allais dire beaucoup d'entre nous dans le domaine du bien-être. Tu as été avocate pendant plusieurs années, à Paris. Alors, moi, je pense qu'on fait jamais les choses par hasard. Alors, tu étais probablement pas au bon endroit puisque justement tu as changé, mais j'imagine qu'il y avait sûrement des valeurs communes entre peut-être ton choix d'aller vers le côté, avocate, et tes engagements aujourd'hui et notamment moi, je fais vraiment une supposition, mais le côté les valeurs de justice, je sais pas, quel lien tu fais entre ton ancienne vie et les valeurs que tu prônes aujourd'hui? Elle est intéressante ta question, parce que je crois que pour moi le droit, c'était, vraiment un choix par défaut et j'aimerais dire que j'ai été avocate parce que j'avais la justice, comme valeur boussole. La vérité, c'est plutôt que je suis devenue avocate parce que j'étais un peu perdue et que j'étais bonne élève et que quand on sort du bac et qu'on ne sait pas quoi faire, la fac de droit, c'est une option pas chère qui ouvre plein de portes. Voilà, c'est un peu comme ça que moi je me suis embarquée sur le chemin du droit. Hem, Après, très jeune, enfin jeune ado, j'avais vraiment à cœur d'écrire. Et c'est sûr que, le système éducatif m'a un peu découragée de la profession d'écrivain, en me disant que, c'était pas un métier dont on vivait financièrement. Et donc j'ai un peu cherché à cette époque-là, dans quel domaine est-ce que, la plume, pouvait être un atout et dans quel domaine finalement je pouvais être payée pour écrire. Et c'est un peu avec ça en tête que je me suis tournée vers le droit en me disant que, bah, quand même quand on est avocat, une belle plaidoirie, ça fait son effet. Mmh. Ah, c'est intéressant que finalement, et du coup, on comprend aussi l'envie d'écrire un livre, on en reparlera aussi. Mais du coup, que ce lien, ce soit via l'écriture et finalement, en fait, que le droit, c'était un moyen pour toi justement de faire de manière, comment dire? Rémunératrice et OK d'un point de vue, scolaire, on va dire, cette passion, pour l'écriture. Ouais et finalement, tu vois, quand tu me poses la question des similitudes entre les 2 métiers, je dirais que dans les 2, il y a les recherches. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on ben, on se tient constamment au courant des nouveautés, enfin des nouveautés de ce que des avancées de la science notamment, de la même manière qu'en droit, on fait de la veille juridique. Donc il y a cette notion de recherche et il y a cette notion de justesse et d'exactitude quand même dans ce qu'on propose. Hem Donc pour moi, le point commun, il est un peu là, c'est-à-dire, une forme de rigueur dans la recherche et dans la transmission et je dirais qu'en ça, être passé par, la profession d'avocat, c'est évidemment un atout, fabuleux dans mon métier de naturo heu, parce que j'ai cet esprit synthétique, qui fait que je peux me plonger dans, des sources, un peu opaques et aller en extraire, ce qui est important. Hem et en général et pour le livre, je trouve qu'avoir cette rigueur juridique, ça permet vraiment d'articuler ses idées, heu, voilà, de conduire un argumentaire finalement, pertinent. Donc c'est jamais perdu. Dans nos reconversions, j'ai l'impression qu'on emmène toujours avec nous, heu, les acquis de notre vie d'avant.
Ouais, c'est clair, ce côté, comme tu dis, de savoir convaincre. En fait, parce que j'imagine, voilà, dans la profession d'avocat, il y a quelque chose de l'ordre de la conviction, de trouver les bons arguments, comme tu dis. Donc, en fait, effectivement, aujourd'hui, tu convaincs aussi les personnes que tu accompagnes de prendre d'autres chemins, de, comme tu dis, changer leurs habitudes. Donc, ouais, il y a ce côté de la conviction aussi. Il y a un petit côté lobbyiste, en fait, on en parle toutes les 2. Sauf que, quand j'étais avocate, j'avais, des gros clients comme McDo et Starbucks et qu'aujourd'hui, je fais du lobby plutôt, à contre-courant de tout ça, mais ouais, il y a un petit côté lobbyiste. Et justement, c'est quoi les sujets de société qui te révoltent aujourd'hui et justement que, en tant que lobbyiste, on va dire, contre lesquels tu agis? Oh! Hem, je crois que ce qui me révolte, c'est de voir combien l'alimentation aujourd'hui nous empoisonne. Hem, de voir que, aujourd'hui, l'obésité est une des principales causes de maladies chez les enfants, hem et que tout ça, c'est quand même, validé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, par exemple, combien le sucre raffiné est délétère, que c'est, le terreau du cancer, que c'est, mauvais pour le développement cérébral, que c'est, aussi le carburant de toutes les maladies de civilisation, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, et pour autant, il y a pas de régulations qui sont faites vis-à-vis de ça. Parce que quand même, je pense que ce qui intéresse l'industrie, c'est que plus on met de sucre dans un produit, plus le consommateur y revient et que donc d'un point de vue économique, c'est très intéressant et je dirais que ce qui me révolte, c'est de voir à quel point, les preuves sont là, de santé publique, hein, mais qu'on décide de pas les regarder. Ouais, je te rejoins aussi, c'est aussi le sujet qui me touche et c'est que quand tu vois, par exemple, par rapport au tabac, enfin, certes, qui est toujours commercialisé, donc on continue de faire de l'argent dessus, mais il y a eu plein de mesures mises en pratique, notamment sur les paquets, voilà, pour informer et dire: vous avez toujours le droit de les acheter, mais en connaissance de cause, chose qui n'est pas du tout fait pour l'alimentaire et comme tu dis, qui est des tas de produits font partie du quotidien de la plupart des gens et c'est complètement, sans aucun, risque, quoi et d'ailleurs, le dernier épisode que j'avais fait, c'était avec Alexandre Dana au sujet de la chaise, de la sédentarité particulièrement et pareil, le fait qu'un objet du quotidien que personne ne voit comme dangereux est pourtant un danger pour notre santé. Donc il y a plein de choses comme ça qui s'immiscent dans notre, alors qu'il y a des preuves, mais qui sont les alertes sont toujours pas, comprises, en fait. Parce que les intérêts économiques enfin, prévalent sur le coût, que ça représente pour la santé de l'humanité. Ouais et ça, c'est désespérant, Ça, c'est assez révoltant. complètement. Dans ton parcours, tu sais que tu as découvert la naturopathie notamment pour une, problématique, hormonale liée à la thyroïde. Et à partir de quand, en fait, parce que comme le livre que tu sors aujourd'hui, avec Camille est autour des problématiques hormonales féminines, à partir de quand tu as commencé à, aussi t'alimenter justement tel que tu le préconises dans le livre, en fonction de tes cycles et t'intéresser à cet aspect-là? Il y a eu vraiment 2 étapes parce qu'effectivement donc j'ai découvert la naturopathie, parce que j'ai, une thyroïdite d'Hashimoto, qui est une maladie auto-immune de la thyroïde qui cause un sous-fonctionnement de la thyroïde et donc la naturopathie, je l'ai rencontrée dans ce contexte-là, quand j'étais encore avocate. J'ai rencontré une naturopathe, j'ai cheminé, à titre personnel et l'effet sur ma santé a été tellement révolutionnaire que petit à petit la naturopathie, a pris de plus en plus de place dans ma vie, au point de décider de quitter le barreau et de me former, à mon tour et donc dans cette première étape-là, il y avait déjà quand même des choses que j'avais mis en place dans mon alimentation, notamment, finalement un régime anti-inflammatoire, sans alcool, sans gluten, sans produits laitiers, de vache du secteur conventionnel, en limitant le sucre, en limitant le café, voilà, des bases du régime, anti-inflammatoire et puis il y a quelques années, j'ai aussi, déclenché une endométriose et une adénomiose, hem et comme à chaque fois, ça a été le catalyseur de recherches, supérieures.
de recherche complémentaire. Et donc, c'est à ce moment-là, sur cette deuxième étape, que je me suis intéressée à OK. Alors, il y a évidemment un lien entre tout notre système hormonal, et c'est pas rare quand on a une maladie hormonale d'en avoir d'autres, parce que les hormones, c'est un écosystème qui communique. Mais donc, c'est comme ça que dans un deuxième temps, je me suis intéressée au cycle féminin plus spécifiquement. Et ce qui est intéressant aussi, c'était de voir qu'en 50 cabinets, heu, je recevais aussi beaucoup, 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 beaucoup de femmes sur cette thématique du cycle féminin, que ce soit de l'endométriose, que ce soit, des cycles irréguliers ou voire même une aménorrhée ou, un syndrome des ovaires polykystiques, un SPM, voire un TDPM dont on parle moins, mais qui est le trouble dysphorique prémenstruel. Voilà, des problèmes de fertilité. Il s'est pas passé une semaine dans 50 cabinets sans qu'une femme me consulte sur ces thématiques-là, et donc forcément, heu, ça m'a questionnée. Mmh. Et justement, pour revenir à la genèse de ce livre, est-ce que c'est ça qui a, nourri l'envie de ce projet? Et ouais, peut-être que tu nous racontes justement à la fois tu nous as dit que l'écriture c'était, une passion depuis longtemps, donc est-ce que c'était, un rêve que tu avais au fond de toi depuis longtemps de dire: «Un jour j'écrirai un livre»? Le fait qu'il y ait ces femmes en cabinet et tu te dises: «Bon, il y a aussi, mes propres problématiques, celles de mes, patientes, clientes», enfin, il y a quelque chose. Et du coup, comment aussi est né le projet à 2 avec, Camille, puisque c'est un livre qui est coécrit? Alors c'est, Camille qui m'a contactée avec cette idée-là. Donc Camille avait en tête au départ d'écrire un livre de recettes autour du cycle féminin. Et donc quand elle m'a partagé le projet, j'ai réfléchi un petit moment à la manière dont moi j'aurais envie de le faire. Parce que l'idée, c'était pas de dire oui, parce que l'opportunité se présentait, mais vraiment, d'y mettre aussi ma patte. Et donc le compromis qu'on a trouvé, c'est que oui, dans ce livre, il y a des recettes, mais c'était important pour moi qu'avant ça, il y ait, surtout des clés de compréhension de comment fonctionne le cycle féminin, de quels sont les nutriments dont on a besoin, pourquoi, et qu'ensuite, finalement, les recettes soient des illustrations ou des mises en pratique des conseils qui sont donnés. Et je voulais aussi, adresser vraiment ces problématiques spécifiques dont je te parlais tout à l'heure. Et donc dans le livre, j'avais à cœur qu'il y ait des focus, avec des protocoles naturopathiques et des témoignages pour que chacune puisse se rendre compte, aussi, finalement, que c'est un phénomène global et qu'elles sont pas seules dans leur détresse, et qu'il y a des clés, et qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant elles, qui ont mis des choses en place et qui aujourd'hui vont mieux. Voilà, donc c'est un peu ça la genèse du projet. Et c'est quoi justement le message que tu as envie de faire passer, aux femmes qui vont lire le livre? C'est qu'en tant que femme, on n'est pas fait pour fonctionner, de manière, linéaire, et que, en vérité, on fonctionne sur une cyclicité hormonale, hem et que le format de 24 heures, il est très masculin. Nous, on a plutôt une cyclicité hormonale de 28 jours. Et que vouloir finalement, faire que chaque journée soit la même, en termes de productivité, en termes de vie sociale, en termes d'activité physique, c'est souvent un fonctionnement qui va, à l'encontre de notre nature, cyclique, qui a des besoins, qui évoluent, en fait, au fil du mois. Et que quand on apprend à comprendre un petit peu notre mode d'emploi, féminin, et à s'en saisir comme d'une force et non pas, comme, d'une tare, à l'encontre de laquelle il faudrait aller, tout à coup, tout change. Absolument tout change. T'as raison qu'aujourd'hui, nos modes de vie, en tout cas ce que promeut la société, c'est vraiment un mode de vie qui est complètement linéaire et qui même, quelque part, il aurait même pas de zone off parce que quand bien même, au moins hommes et femmes, normalement, on est censé dormir. Je dis bien normalement, parce que tu vois, moi, un truc qui me choque, c'est, tu sais, il y a des serres, dans lesquelles, en fait, la nuit, on met de la lumière pour que les plantes, en fait, elles ont l'impression d'avoir du soleil. En fait, il y a plus d'alternance jour-nuit pour qu'elles poussent plus vite et je crois même pour l'élevage industriel, il y a aussi ça pour les animaux d'ailleurs. Du coup que le cerveau reçoit la lumière artificielle, comme si c'était le soleil et en fait, comme si on voulait anéantir cette notion d'alternance
qui est naturelle. Donc comme tu dis déjà, l'alternance du cycle féminin, alors là, ça passe complètement au-dessus, mais même pour aller à l'alternance des saisons, l'alternance jour-nuit, pareil, normalement, là je vois bien qu'on rentre dans l'automne, tu vois, et que bah, on a l'énergie, elle est en train de switcher et qu'on n'est pas censé avoir la même énergie toute l'année. Et ça paraît des évidences, mais pourtant, rien n'est prévu pour qu'on travaille moins en hiver que... Enfin, pas du tout, quoi. Donc, il y a vraiment une injonction à une forme de linéarité constante de productivisme. Et alors que factuellement, on est complètement cyclique, même les hommes, justement, au moins l'alternance jour-nuit, quoi. Le fait que tu parles des saisons, c'est hyper précieux parce que ça donne un parallèle. Dans le livre, on parle justement du fait que les 4 phases, du cycle féminin, c'est un petit peu nos 4 saisons qu'on traverse tous les mois avec, la période menstruelle qui est plutôt l'hiver, hein, avec la chute hormonale, qui correspond un peu à la baisse de la luminosité, voilà, l'endomètre qui se détache un peu comme les arbres qui sont nus. C'est vraiment cette énergie-là, les règles, et une phase d'hibernation quoi, où on se replie sur soi et où on se régénère et on se repose. La phase folliculaire qui est plus un printemps parce que, on a tous ces ovocytes qui se mettent à mûrir dans nos ovaires, un petit peu comme au printemps quoi, ça bourgeonne, et là, on a cette énergie aussi du renouveau, de tous les possibles, de la création, de la créativité. On a la phase ovulatoire qui est vraiment, le solstice d'été et qui finalement correspond le plus au fonctionnement masculin parce qu'à ce moment-là, on a, les oestrogènes, à fond les ballons qui nous rendent, sociales, qui augmentent notre libido, qui nous donnent aussi une plus grande force physique. C'est vraiment le feu, quoi. Et puis ensuite, il y a la phase lutéale où c'est, comme tu disais, l'automne, un retour à soi, un ralentissement, hem et que finalement, essayer de se contraindre dans un fonctionnement estival, si je puis dire, toute l'année, ça fonctionne pas. Oui. Et donc se contraindre dans un fonctionnement qui est le nôtre naturellement autour de l'ovulation tout au long du mois, alors que l'ovulation en tout et pour tout 3 4 jours, ça peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que, enfin moi j'ai autour de moi tellement de femmes qui me disent, «Il y a quelque chose qui va pas avec moi, tous les mois, en phase prémenstruelle, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de voir personne, j'ai envie de manger du chocolat». C'est normal, c'est juste normal. Ce qui est pas normal, c'est qu'on nous ait conditionnés au point de, s'auto-flageller quand on n'est pas à 300 en continu. Ouais, complètement. Au moment de la sortie du livre, tu as fait une conférence dans une librairie, féministe, à Paris et tu avais dit cette phrase que j'ai beaucoup aimée, «Ceux qui s'occupent de nous nourrir ne s'occupent pas de notre santé et ceux qui s'occupent de notre santé ne s'occupent pas de ce qui nous nourrit». Moi, j'aime beaucoup, le message politique de cette phrase. Tu en as un petit peu parlé justement tout à l'heure dans «Ce qui te révoltait». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette ambivalence, justement? C'est ça, c'est qu'on a effectivement 2 énormes lobbies que sont, le lobby, agroalimentaire et Big Pharma, qui ont chacun comme priorité, unique leurs intérêts économiques et que donc, les entreprises qui sont chargées de ce qu'on mange, n'ont vraiment que peu, à faire des impacts des produits qu'ils mettent sur le marché sur notre santé. On l'a vu là avec la loi, du plomb. Et inversement, on a en face le lobby Big Pharma, qui est là pour nous vendre des médicaments et qui surtout ne s'intéresse jamais à nos habitudes de vie, notre hygiène de vie, notre alimentation, parce qu'il y aurait un risque qu'on aille effectivement mieux et qu'on ait plus besoin de leurs produits. Et je trouve que, quand on prend conscience de ça, alors bien sûr, il y a un côté, politique et collectif à essayer de faire évoluer les choses, mais en attendant, je crois que c'est essentiel de reprendre son pouvoir personnel et de se dire: «OK, une fois que j'ai compris ça, comment moi je me sors, de ce cercle vicieux, de manger des trucs qui me rendent malade, de prendre des médicaments, qui affaiblissent encore mon immunité et finalement d'être un bon petit consommateur, de produits et d'un système, qui est délétère». Ouais, complètement et même quand tu dis: «Ceux qui s'occupent de notre santé ne s'occupent pas de ce qui nous nourrit», je pense aussi même,
à la médecine, enfin au monde médical, enfin sans parler forcément des labos pharmaceutiques, mais le fait qu'aujourd'hui, bah, le référent en termes de santé, en tout cas en France, les médecins, sont les médecins et qui n'ont pas de formation, enfin sur la partie alimentaire ou voilà des notions très très basiques et que finalement, enfin moi il y a qu'auprès en rencontrant pareil la naturopathie que j'ai trouvé une vraie écoute au niveau et de vrais conseils au niveau alimentaire parce que sinon la phrase de bah non vous pouvez manger de tout, faut juste qu'est-ce qu'il m'avait dit un médecin, je me rappelle, faut manger de tout en petite quantité, en quantité raisonnable. Oui, bah il y a quand même des trucs qui sont quand même des poisons. Quand même des trucs pas ouf. Bon, heureusement pour nuancer quand même un peu le propos, ça évolue et aujourd'hui, j'ai la chance, par exemple, de travailler avec différents médecins, endocrinos, gynécos, médecins généralistes, qui ont cette vision holistique, du corps et de la santé et qui, du coup, font des ponts entre leur pratique et la mienne, et ça, c'est fabuleux parce que je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on offre, aux patients, en l'occurrence, un parcours de soins qui remplit sa mission de soin. Ouais, complètement. Est-ce que le livre, le fait d'écrire ce livre, ça t'a rendue plus, féministe ou en tout cas plus consciente, d'inégalités, hommes-femmes? Ce qui est intéressant, c'est quand on voit les statistiques des problématiques dont je parlais tout à l'heure, notamment par exemple l'endométriose, une femme sur 10. Le SOPK, on estime que ça pourrait être jusqu'à une femme sur 7. L'infertilité qui touche un couple de Français sur 4. Le SPM, 75% des femmes. En fait, je me dis qu'avec des statistiques pareilles, il est certain que si ça concernait les hommes, ça ferait longtemps qu'on se serait emparé du sujet. Et l'endométriose notamment, c'est vrai que c'est une des douleurs qu'on estime être, les plus intolérables. C'est ap On estime que c'est assez proche de la douleur de l'accouchement, mais ça revient tous les mois et ça dure quand même plusieurs jours. Hem, je suis quand même un peu intimement convaincue que si ça touchait les hommes, ça ferait longtemps qu'on se serait penché sur le sujet. Alors ça évolue, mais un peu lentement et ce fameux événement à la Librairie des femmes où on était présentes toutes les 2, j'avais évoqué le fait que ça ne fait qu'une quinzaine d'années que les médicaments sont testés sur les corps féminins. Parce que jusqu'alors, on estimait que le corps féminin, avec sa cyclicité hormonale, était un peu trop complexe à étudier et compliquait finalement, les essais cliniques et donc on se basait sur le corps masculin et si ça marchait sur le corps masculin et bah, c'était bon et ça pouvait être mis sur le marché. Et là, depuis une quinzaine d'années, ça évolue parce qu'on se rend compte que, bah, quelque chose qui peut très bien fonctionner sur un corps masculin peut peut-être ne pas être optimal pour son homologue féminin. Donc en ça, la rédaction du livre, elle a mis effectivement une loupe sur, oui, sur un train à 2 vitesses. Ouais, tu vois, ça je savais même pas, pourtant j'ai fait des études de pharmacie et j'ai pas aucun souvenir, de ce sujet-là, tu vois? Et effectivement, bah, le cycle hormonal apporte un facteur de variabilité effectivement et comme on cherche à avoir, bah, dans une étude le moins de facteurs de variabilité possible, c'est à la fois compréhensif et en même temps, bah, comme tu dis, ça ne tient pas compte de la réalité, hormonale des femmes, quoi. Ou alors quand les femmes sont intégrées, souvent, c'est des femmes ménopausées parce que justement cette variable-là est écartée. Ouais. J'avais une question, peut-être un peu plus personnelle, mais comme, donc toi, tu es naturopathe et je sais que ton conjoint travaille aussi dans le secteur de l'alimentation, même de la restauration autour du pain au levain. Quelle place, du coup, tient, la cuisine, et l'alimentation dans votre vie à la maison? Et comment, en fait, vos 2 univers, ils arrivent à se nourrir? Moi, je pense que l'alimentation, c'est le ciment de notre couple. Je pense que c'est le ciment de notre couple. Hem, Parce qu'il y a des valeurs, qui sont communes, dans le projet de mon compagnon. On n'est pas dans de la boulangerie, farine blanche, pleine de pesticides, levure artificielle, c'est cette même idée d'un retour à des produits de qualité et à finalement à un bon sens qui soit, bienfaisant. Hem Et donc dans notre quotidien, ça s'articule assez facilement parce qu'on a cette même vision de l'alimentation finalement.
Et bon, moi, personnellement, je mange pas de gluten parce que j'ai 2 maladies inflammatoires. Mais c'est vrai que si je devais en manger, je mangerais des produits comme ceux que la boulangerie de mon compagnon, produit. C'est-à-dire, voilà, des farines anciennes, complètes ou semi-complètes, au levain naturel, du pain comme on en faisait, il y a 100 ans et non pas le pain qu'on trouve, dans toutes les grandes chaînes que je ne citerai pas. Oui, et puis même dans toutes les écoles, dans toutes les cantines, enfin le pain qu'il y a partout, quoi. Qui lui n'est pas un aliment de santé. Tu es souvent connue comme, la naturopathe qui s'est fait connaître, justement, sans Instagram, même si depuis quelque temps, bah, tu y es revenue, mais avec une autre approche. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, bah, de développer ton activité en dehors, des réseaux sociaux? Alors que pour, encore, la majorité des personnes qui se lancent aujourd'hui, ça semble toujours un espèce d'incontournable, quoi. Elle m'a fait sourire, cette question. Hem, je pense que c'est capital en vérité, pour notre santé mentale de pas être dans une dépendance aux réseaux sociaux. Et moi, c'est pour ça que pendant 2 ans, j'en suis sortie complètement, parce que justement, je sentais à quel point ça pouvait, être enfermant, à quel point ça pouvait être addictif. Et donc je me suis dit qu'il était important pour moi que je crée mes activités indépendamment de cette plateforme-là, de manière à ce que si je décide d'y être, je puisse, y être sans être dans le manque, sans être dans des injonctions et des impératifs et cetera et cetera. Hem Et c'est intéressant que tu me poses cette question aujourd'hui parce que tu vois, pour la promotion du livre, évidemment, j'ai été beaucoup sur les réseaux parce que, c'est une vitrine malgré tout et que dans un processus de promotion, c'est quand même un des médiums aujourd'hui, qu'on privilégie. Heu et en même temps, là, je viens de m'inscrire, à une formation sur la déconnexion, sur la conscience numérique et sur, comment est-ce qu'on peut se servir de ces outils-là sans être, aliéné par eux. Et parce que souvent, je crois que c'est un petit peu, tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que soit, on a conscience que ces outils peuvent être un piège et donc, on n'est pas sur ces plateformes, voilà. Soit on y est et alors là, on y est, à pieds joints, complètement consommateur du truc, sans aucun cadre, au temps qu'on y passe et cetera. Très vite un peu vampirisé par le machin. Et je crois qu'un entre-deux est possible, mais que ça nécessite, comme on se le disait tout à l'heure, de ramener de la conscience, heu, voilà. Mais c'est un exercice, quotidien, hein. Ouais, complètement. La voie du milieu, est vraiment touchy parce que je pense que comme, de la même façon dont tu parlais des ingrédients, des aliments avec du sucre, par exemple, c'est créé avec un tel pouvoir addictif, en fait, que enfin, c'est le but. Donc, tu sais, c'est comme il y a très peu de gens qui savent, juste fumer, 1 ou 2 cigarettes en soirée et qui en fument enfin, c'est assez peu parce que voilà, il y a des phénomènes d'addiction qui font qu'assez vite, on bascule dans du plus. L'effet, la dopamine que ça amène, fait que tu es un peu dans cette boucle et effectivement de pas réussir à tomber dans l'addiction et avoir de la justesse, je trouve que c'est vraiment un des phénomènes les plus, challengeants, en tout cas pour les réseaux sociaux. On est certainement aussi, addict à la consommation plus qu'à la création et donc je crois que la voie du milieu, c'est peut-être de se saisir de ces outils-là pour faire passer ses messages quand on le souhaite, mais d'être le moins possible, dans de la consommation. Ouais, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Tu sais, j'avais une image qui m'avait beaucoup parlé, c'était, Géraldine Dormoy, une femme que j'aime beaucoup, qui un jour disait, «Instagram, en fait, c'est comme une autoroute. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester en vie si vous marchez sur une autoroute. C'est-à-dire, vous y allez, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez». Et du coup, j'essaye de le consommer de cette manière, c'est-à-dire, voilà, d'y aller pour faire ce que j'ai à faire et parce que sinon, c'est un truc de la perdition, en fait. Enfin, je n'arrive pas à rester parce que comme tout le monde, je vais finir par scroller et me perdre et dire: «En fait, j'étais venue faire quoi déjà?» C'est donc j'aime bien cette image de l'autoroute de en fait, c'est dangereux.
la plateforme est dangereuse entre guillemets et voilà donc vous avez le droit de l'utiliser, c'est utile, mais en ayant conscience du danger quelque part. Mais le parallèle avec le sucre, je pense, est très juste aussi, hein. C'est, il y a pas de mal à manger, il y a pas de mal à manger un cookie, le dimanche après-midi avec, le soleil sur son visage, heu, dans un moment choisi. Par contre, si on boulotte toute la journée pour fonctionner, heu, à un moment ça va finir par nous nuire. Et je crois que Instagram, c'est un peu pareil, à la limite, y aller à un moment choisi pour y faire quelque chose de déterminé, pourquoi pas. Y être constamment toute la journée, heu, c'est une évidence que sur notre qualité de présence, d'attention, et puis même sur nos niveaux de dopamine et donc en fait notre santé mentale, notre état de bonheur, hem, ouais, Et notre estime de nous-mêmes aussi, enfin, la comparaison que ça amène et du coup on se sent nul par rapport aux autres, enfin, c'est hyper délétère. Mais justement, donc tu évolues dans le milieu du bien-être depuis 5 ans. Qu'est-ce qui peut aussi j'imagine qu'avec le recul, tu as aussi un regard critique sur cet univers. Qu'est-ce qui peut, t'agacer, voilà, dans ces milieux, que ce soit naturopathie, coaching ou même yoga, enfin? je suis encore loin d'être sage parce qu'il y a un paquet de trucs qui m'agacent en fait. En fait, ce qui m'agace, c'est les déviances, qui, privent qui amputent ces disciplines de leur substance et de leur essence. Alors ça prend plein de formes, mais je pense que, notamment dans le yoga, qu'on a privé de toute sa substance spirituelle, pour moi bah, c'est plus du yoga, c'est-à-dire que c'est autre chose. C'est une forme de gymnastique et c'est très intéressant puisque comme tu l'as dit, la sédentarité, c'est un problème. Donc à partir du moment où on va chercher à mobiliser, ses articulations, ses muscles, c'est bénéfique, mais c'est pas du yoga. Si il y a pas dans cette pratique une volonté de prendre de la hauteur sur son ego et de se libérer de ce qui crée de la souffrance. Et dans la naturopathie, je vois la déviance aussi dans, une forme d'une naturopathie qui prend une forme un peu d'allopathie verte, c'est-à-dire, le moindre symptôme, le petit complément, mais où on va pas en vérité faire l'essence même de la naturopathie, c'est-à-dire voir à quel endroit est-ce qu'on va à l'encontre de notre nature, et se remettre finalement dans le sens du courant. Et que donc, je vais te prendre un exemple, mais quelqu'un qui, par exemple, aurait des problèmes de sommeil parce que, exposition à la lumière des écrans, tard dans la soirée, on peut lui donner du magnésium et de la mélatonine, mais si on n'adresse pas le vrai sujet, c'est-à-dire que la lumière artificielle l'empêche de sécréter la mélatonine que son corps est tout à fait à même de sécréter naturellement, pour moi, on fait pas de la naturopathie, on fait, de l'allopathie verte. Mais oui, oui, on perd le sens, parce qu'on cherche des solutions rapides et qu'on fait des raccourcis. Et dans le coaching, ça peut prendre la forme de ces coachs un peu trop axés plan d'action. Bah, alors on va faire ça, comment tu vas t'y prendre? Ta 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 et qui laissent aucune place finalement au monde intérieur de la personne. Et je crois que souvent, si on fait pas les choses qu'on pense qu'on devrait faire, c'est pas parce qu'on n'a pas de plan d'action. C'est parce qu'il y a des blocages, c'est parce qu'il y a des réticences, c'est parce qu'on pense qu'on devrait le faire, mais c'est pas vraiment ce qu'on aurait envie de faire. Et que donc si on n'aborde pas tout ça, pour moi, on fait pas du coaching. On fait du training, comment on dit, comme quand on pour les animaux? Une espèce de, du dressage. On fait du dressage. Bah, oui, mais c'est parce que le mot aussi a perdu, enfin comme, il y a tout l'univers du coaching sportif qui lui, dans sa définition est plutôt, bah, justement plan d'action, qu'est-ce que toi tu dois faire pour atteindre tel objectif. Bah, du coup la partie, coaching telle que nous on l'a appris qui est,
trouver ses propres réponses via des méthodes de questionnement, effectivement, elle a rien à voir, en fait. Donc, mais comme les 2 termes existent, enfin, c'est compliqué pour les gens de comprendre, et aussi parce que c'est toujours plus facile d'attendre que les solutions viennent d'ailleurs, enfin, qu'on nous donne les solutions que d'aller les chercher, en nous-mêmes. C'est quoi la pratique, dans ton quotidien, en fait, qui t'aide le plus à prendre soin de toi? Hem, Ça change. Hem, il y a une partie de moi qui, à une époque, aurait voulu pouvoir te répondre avec une réponse un petit peu, très disciplinée, tu vois? Te dire: «Ah mais moi, je fais tous les jours ça». Pendant longtemps, j'ai voulu être un peu cette personne-là qui, tous les jours, fait la même chose. Force est de constater que c'est pas comme ça que je fonctionne et maintenant je suis assez en paix avec l'idée. Donc heu, donc ça change. Il y a eu des périodes où c'était ma pratique, du yoga. Il y a des périodes où c'est plus sous forme de journaling. Il y a des périodes où c'est plutôt la marche. Hem, Ce qui change pas par contre, je pense, c'est mes séances avec mes clientes ou mes clients, mais j'ai plus de femmes. Et ça, c'est une pratique pour moi aussi parce que, je suis avec elles dans une qualité de présence et d'écoute, qui en fait fait beaucoup de bien, j'espère leur fait du bien, mais me fait du bien à moi aussi. Parce que dans ces moments-là, je suis pas dans un espace de projection, je suis pas dans un espace d'anticipation, d'évaluation. Je suis juste, vraiment là avec elles et en fait, il y a quelque chose de très méditatif là-dedans. Oui, complètement, et qui, aussi nous défocus de nous-mêmes et qui fait énormément de bien. Enfin, moi, je trouve que souvent, si moi je vais pas bien, enfin, si je suis préoccupée par quelque chose, ça m'aide justement à remettre, un bon équilibre, entre mes préoccupations et là, en étant au service de l'autre. Ça aide aussi. Je crois que dans toutes les traditions, en vérité, le service, c'est la plus haute forme de pratique spirituelle, hein. C'est ce qu'enseigne, le yoga? Notamment, ouais, notamment avec le karma yoga. Oui, c'est vrai. Tu es partie vivre à Marseille depuis, 5 ans, c'est ça? Un petit peu plus? À peu près, bah, en même temps que tu as lancé ton activité, donc c'était à la fois nouvelle vie, de sur tous les fronts, quoi. Qu'est-ce que, partir vivre, dans cette ville a changé pour toi? Ah, le soleil, je crois qu'on minimise, enfin, en tout cas, ouais, souvent on minimise l'impact du soleil sur notre humeur, et le fait d'être dans une ville où 300 jours par an, il y a du soleil, heu, ça m'a vraiment fait du bien au niveau, émotionnel et puis ça conditionne aussi le fait d'être plus actif parce que vu qu'il fait beau, bah, je marche plus facilement toute l'année. Quand même, quand il fait beau, c'est plus facile, d'enfiler ses chaussures et d'aller faire ses 10 000 pas que quand il pleut des cordes. Hem Et puis, mais ça, je sais pas si c'est, puisque comme tu disais, les 2 ont été concomitants, je sais pas si c'est le changement de ville ou si c'est le changement de vie. Mais j'ai l'impression que ça m'a quand même permis de revenir à des choses un peu plus essentielles et importantes pour moi. Quand j'étais à Paris, j'étais un petit peu plus, dans ma petite roue de souris, à courir après plein de choses à l'extérieur dont je pensais qu'elles pouvaient, me rendre heureuse. Hem Et en fait ici, j'ai plus trop ça. Mais est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est la naturopathie et le coaching? Certainement un peu des 2. Ouais, sûrement, mais après aussi, tout ce que tu dis autour du soleil, en fait, enfin, moi, je sais que j'ai vraiment un côté Miss Météo, et des fois, ça fait un peu, oui, de parler de la pluie et du beau temps, mais tu sais, là, donc nous, on est en automne depuis, le début de semaine. On a ressorti les gros pulls et j'ai vraiment, enfin, déjà, tout de suite, tu vois? Et j'ai eu cette sensation de: «Oh, c'est reparti pour 6 mois». Tu vois? Parce que, enfin, en fait, quand tu vis dans le nord de la France, c'est vrai que l'hiver est long, quoi, parce que et tu l'impression que l'été dure 2 mois et que tu as 6 mois de 6 mois de pull, manteau, pluie, enfin, alors pas tous les jours, mais
c'est sûr que ça conditionne notre morale. Parce que justement, quand tu es connecté à l'impact de la lumière, du soleil, mais comme tu dis, en fait, le fait que sortir, ça va être plus pénible, ça va jouer en fait à plein de paramètres et c'est vrai que c'est quelque chose d'important en fait. Donc oui, on peut dire oui, le soleil, mais en fait, c'est très très important. Et puis je pense que la proximité qu'on a ici à Marseille avec le parc national, des Calanques, ça change aussi ce que tu fais de ton temps libre. Moi, quand j'étais à Paris, mon temps libre, c'était beaucoup de musées, beaucoup de cinéma, d'expos, En intérieur, quoi. en intérieur et puis quelque chose, d'acquisitif, si je puis dire, tu vois? J'allais chercher plus de divertissement, plus de culture, alors que, cette ville avec la mer et le parc national fait que, ouais, le temps libre, il est passé souvent avec, à faire un peu plus de rien, un peu plus contemplatif. Les distractions sont pas les mêmes, c'est clair. On arrive vers la fin de notre échange. J'ai une question rituelle, parce que comme le podcast s'appelle «Un autre chemin est possible», toi, quel chemin tu souhaites ouvrir? Peut-être un chemin plus lent, un chemin où, on sort du mode, pilotage automatique et où on s'autorise, à être vraiment à ce qu'on fait. Et je pense que ça aura des imbrications, dans tous les domaines de sa vie, mais que, c'est quand on sort un peu la tête du guidon qu'on peut prendre de la hauteur sur ses choix et faire des choix différents. Donc, un monde plus lent. Mmh. Mais oui, oui. Et comment alors c'est marrant parce que juste après avoir parlé d'un monde plus lent et du coup d'être aussi plus dans notre instant présent, j'allais te demander comment toi tu te vois évoluer à l'avenir? Enfin, ou plutôt, du coup, quels sont tes rêves ou tes perspectives? Tout en restant dans la présence. Bah, je vais continuer dans la continuité de ce que je viens de dire, mais, je me souhaite, heu, je me souhaite de trouver, toujours plus de calme et de paix. Voilà, et puis je me le souhaite à moi et je le souhaite à tout le monde évidemment. Bah, je te le souhaite. Merci Oriane pour ton partage, ta douceur et ta présence que tu cultives. Ben, merci à toi, c'était un grand, grand plaisir, d'être ici et merci aussi pour, tout ce que tu partages sur le podcast parce que, je pense que tu fais partie de ces voix, qui contribuent, justement à faire bouger les lignes et à faire émerger, de nouveaux paradigmes donc, merci de faire ta part du colibri. Avec plaisir. À bientôt Oriane. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette conversation avec Oriane vous aura plu. Moi, j'ai trouvé vraiment l'échange inspirant et apaisant. Comme je vous le disais en introduction, je trouve vraiment que Oriane a une présence lumineuse. Et j'espère que cet épisode vous donnera envie de découvrir son livre Bien dans mon cycle aux éditions Solar. Je vous remettrai les liens en description de l'épisode. Si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à partager l'épisode sur Instagram en nous taguant Oriane et moi et à venir échanger avec nous sur ce qui vous a parlé et ce qui vous a inspiré. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.